messieurs, une fois de plus, bonjour. Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Le décryptage basé sur la sortie du gouvernement Toluca, un gouvernement de 54 ministres, un gouvernement tant attendu par le peuple congolais, un gouvernement qui vient pour la première fois lors du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi, un quinquennat qui a beaucoup de défis, un quinquennat appelé à relever beaucoup de défis majeurs à travers tous les secteurs vitaux de la République démocratique du Congo, un gouvernement qui a atteint au moins la masculinité positive. Là, l'on parle de 18 ministres femmes au sein du gouvernement, et on dirait même 19, y compris le Premier ministre. Un gouvernement qui est attendu à l'œuvre par le peuple congolais. Alors, c'est autour de tous ces éléments précités qui feront objet de notre décryptage de ce jour-là. Je m'en vais saluer tous les internautes depuis le Canada, les internautes des États-Unis, les internautes de l'Australie, les internautes du Gabon, de l'Afrique du Sud. Je m'en vais vous saluer et je demande aux autres de pouvoir s'abonner pour ne pas rater aucune vidéo, aucune émission. Alors, sur ce plateau, je reçois l'habitué, c'est Maître Monfils Mutombo, chercheur en droit économique et en même temps acteur politique, que je reçois sur ce plateau. C'est avec lui que nous allons essayer de décrypter les différentes préoccupations par rapport aux nouveaux entrants et aux anciens, et à ceux qui ont conservé leur fauteuil. Là, je parle de Patrick Muyaya, et il y a F. Bazaïba qui également a conservé son fauteuil, mais les autres se sont vus permittés, se sont retrouvés ailleurs. Maître Monfils, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie également, M. Arnold. Voilà, Maître Monfils, comment est-ce que vous vous sentez après la sortie de ce gouvernement, longtemps attendu par le Congolais, qui est murmuré en cours de route, toujours que Boran et Bimil a noté que le truc n'est pas encore sorti. Finalement, le gouvernement est sorti. Comment est-ce que vous vous sentez? Bon, je me sens un peu à l'aise. Comme l'on a toujours dit, mieux vaut tard que jamais. Et moi, j'ai continué, j'ai pensé qu'on pourrait avoir un gouvernement qui va sortir même après une année, comme ce fut le cas en Belgique. C'est ça, peut-être que je m'attendais. Mais heureusement, Judith nous a surpris. Et après 6 mois, enfin, il vient de faire sortir son gouvernement. Longtemps attendu par le Congolais. Par le Congolais. Et croyez-vous que c'est le gouvernement que le Congolais attendait? Quand vous voyez personnellement, j'ai dit non. Oui. Pourquoi? Je vais vous surprendre un peu. C'est depuis longtemps que moi, en tant qu'analyste politique, j'ai toujours pensé que le gouvernement de la RDC devrait avoir un ministère chargé des affaires religieuses. N'oubliez pas, M. Arnold, que la RDC a connu des moments où on ne se réfère qu'aux leaders religieux. Pour la CENI, il faut que les leaders religieux puissent apporter un mot. Mais pourquoi on peut manquer un ministère chargé des affaires religieuses pour essayer de pouvoir contrôler tous ces leaders religieux? Voyez-vous? Donc, ne pas avoir un ministère chargé des affaires religieuses, ça vous agace? Ça me met moi mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise? C'est moi vous dire que ça me met mal à l'aise. Puisque nous avons de l'autre côté des acteurs très importants qui devaient aussi être gérés par un ministère propre. Et là, qui a toujours été oublié de tout ce temps. Et là, vous nous poussez à croire qu'il a fallu un pasteur qui devrait chapeauter ce ministère? En fait, un pasteur, oui ou non pasteur, mais il devait avoir quand même un ministère chargé des affaires religieuses. Vous ne pouvez pas avoir un ministre qui gère les affaires coutumières, alors qu'il n'y a pas un ministère qui gère les affaires religieuses depuis tout ce temps. Non, si le président de la République a reconnu que même l'acteur politique congolais, il a reconnu que ces leaders religieux ont un espace très important dans ces pays. Il faudrait aussi avoir un ministère propre à eux. Donc ça, je crois que c'est une des revendications que vous commencez. Effectivement. Et là, vous attendez s'il y aura Toluca 2. S'il y a un remaniement, qu'on puisse penser à cela. S'il y a Toluca 2, oui. cette fois-là qu'on pense au ministère des Affaires religieuses. Effectivement, M. Claude. Voilà. Maître Monfils, commençons d'abord par l'analyse profonde des ministres qui ont été reconduits dans ce gouvernement. Ont-ils mérité ou pas? Je commence par Patrick Muyaya,
qui a conservé son fauteuil. Oui. Il y a Jean-Pierre, je crois, Liao, qui également a conservé son fauteuil. Il y a Jean-Pierre Bemba Gombo, qui lui a été permuté. Nous avons vu F. Bazaïba, qui a conservé son fauteuil. Mouindo Zangi, qui a été permuté. Guy Loando, qui a conservé son fauteuil. Paloukou, Julien, qui a été permuté. Il y a Gilbert Kabanda Kouringa, qui a conservé son fauteuil au ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique. Il y a Augustin Kibassa, qui a conservé son fauteuil. Il y a Jean-Lucien Boussa, qui est parti au portefeuille. Parlons-nous d'abord de toutes ces figures. Il y a aussi Molendo Sakombi, qui est revenu cette fois-ci. Il a été permuté. Est-ce que ont-ils mérité d'être retenus au sein du gouvernement Toluca? Bon, moi personnellement, je ne peux que dire qu'il mérite, puisque si je peux commencer par Patrick Mouyaya, qui est un jeune talentueux, il a quand même marqué de quoi il est capable, alors qu'on venait d'un ministre qui était presque naturel, Lambert Mende. Tout le monde, tous les Congolais pensaient qu'on ne pouvait pas avoir un autre ministre qui pouvait égaler Lambert Mende. Plus que Mende. Ou qui pouvait faire à l'approche de Mende. Ouais. Alors le Congo a montré que c'est un réservoir de connaissances avec Patrick Mouyaya. Donc il a apporté des innovations, il a montré les rhétoriques et plus aussi meilleures que celles de Lambert Mende. Donc il mérite à ce point-là, je pense que bon nombre de Congolais ne les plébiscitaient que lui sur ce poste-là. Je ne peux que faire les commentaires sur Patrick Mouyaya. Et pour les autres aussi, j'en pense comme F. Bazaïba. Oui, Bazaïba, au ministère de l'Environnement. Courageuse, elle a montré de quoi elle est capable quand elle partait dans le COP 18, 19, 20 pour essayer de plaider notre cause. Elle est une dame qui pouvait parler de notre pays en revendiquant tout ce qui est le nôtre sans pour autant faire la complaisance. Il y a Jean-Pierre Liao, à la fonction publique. Oui. Vous vous en souvenez qu'il y a eu quand même des réformes sérieuses et courageuses sur ce point-là, à ce que donc les fonctionnaires de l'État puissent quand même être considérés en tant que tels, puisque c'est le moteur même de l'administration de l'État. Et parlons de Jean-Pierre Bemba, qui était à la défense, aujourd'hui permettait au transport, et voie de communication. A-t-il démérité à la défense? Bon, Est-ce qu'il était incapable d'assurer correctement la défense? Non, je ne peux pas dire qu'il a démérité. Vous savez, le contexte avec lequel il a pris ce ministère, juste pendant 2 ans, il a aussi montré ce qu'il pouvait faire. L'essentiel est que s'il y a quand même de réglages qu'on peut faire au sein de ces ministères qui est clé, vous savez, au moment où nous sommes agressés par le Rwanda, s'il y a peut-être des toilettages qu'on peut faire au niveau de ce ministère, on a peut-être pensé mieux qu'il pouvait aussi travailler, mais n'oubliez pas qu'il garde toujours cette fonction de vice-premier ministre, bien qu'il est au transport. Si dans la stratégie du gouvernement, il a trouvé qu'il faudrait une autre personne qui peut assumer ce charge, je ne vois pas du mal, il n'a pas démérité, il mérite. Et c'est pourquoi il est toujours dans l'équipe gouvernementale. Quelqu'un d'autre qui a conservé son fauteuil, c'est Alexis Guissaro. Là, c'est infrastructure et travaux publics. Oui. A-t-il mérité d'être maintenu à ce portefeuille où il y a des raisons autres que ce que nous pensons pour qu'il soit maintenu dans le gouvernement Toluca? Guissaro, n'oubliez pas ce que moi je peux mettre dans le compte des acquis. S'il y a des acquis qui ont été déjà avancés avec lui, je pense que si on pouvait prendre une nouvelle figure et lui mettre dans cet endroit-là, ça pourrait peut-être compliquer les donnes. Or, il y a certaines routes qui doivent maintenant être construites où lui a déjà amorcé les pas. Si le gouvernement, avec les décideurs du pays, ont trouvé qu'il faudrait que la même personne puisse continuer avec tous ces travaux, je pense que c'est une aussi politique meilleure que l'on pouvait que faire. Il y a Mouindo Zangi qui a quitté l'enseignement supérieur et universitaire. Cette fois-ci, se retrouve au développement rural. Est-ce qu'il y a-t-il des acquis de Mouindo Zangi dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire? Oui, dans le secteur dans ce secteur-là, il y a quand même des avancées, mais la seule chose que je lui reproche, c'est qu'il nous a promis que tous les jeunes qui devaient être enrôlés
dès le premier graduat, il devait subir la formation militaire, ce qu'il n'a jamais fait. Là, nous croyons que peut-être que le nouveau qui va venir va essayer d'amener nos jeunes de G1 à pouvoir commencer par la formation militaire, comme ça nous a été promis. Et il y a un élément d'ajout, aussitôt que les jeunes enrôlés, formés, mais il l'a fait à Goma. Oui, il l'a fait à Goma. Il l'a fait à Goma. Ce qui veut dire que ça pouvait être progressif. Il l'a fait à Goma. Oui, effectivement, mais c'était une promesse de toutes les universités de la RDC. C'est qui, donc, on devait faire ça pour donner vraiment de l'engagement, de la citoyenneté vis-à-vis de jeunes Congolais qui aiment vraiment la science. Nous parlons de la PETENTIC et le ministère du Mérite. Oui. C'est Augustin Kibassa qui garde le portefeuille. Y a-t-il des acquis? D'abord, le gouvernement parle du Sama 2, Sama 1, Kibassa était toujours à ce même poste. Je crois avec même Ilunga Kamba, il était toujours à ce même poste. Est-ce qu'il y a-t-il des acquis? Kibassa a mérité réellement, il y a des acquis dans ce secteur? Bon, du côté de Augustin Kibassa, moi, je ne me voile pas la face. Je ne vois pas des avancées sur ce point-là. Puisque laissez-moi vous dire que nous sommes dans un pays où quelqu'un peut prendre la SIM, carte SIM, 2 ou 3 cartes SIM utilisées, alors qu'il ne se gêne pas de ça. Or, dans ce secteur-là, nous voyons dans sous d'autres cieux, aussitôt que vous êtes dans un pays, le numéro que vous avez là, vous êtes obligé d'abord de pouvoir être identifié afin d'avoir encore le nouvel numéro. Donc, de ce côté-là, il n'a pas eu... complaisance. Oui. Il n'a pas fait une légèreté. Une légèreté, il y a de la légèreté. Il y a de la légèreté, donc il a encore du pain sur la planche. C'est pourquoi moi je demanderai à nos législateurs qui sont les députés d'être regardants à ce ministère. Donc il faut beaucoup plus avoir un œil ouvert. Un œil ouvert à ce ministère, sur Augustin Kibassa. Donc il mérite d'être même interpellé sur ce point-là, s'il ne travaille pas bien. Par rapport d'abord à l'usage. C'est le seul point que vous avez évoqué, l'usage de la SIM. L'usage de la SIM. Et l'identification même des abonnés. On dirait que c'est une complaisance. C'est une complaisance. C'est un jeu. Ouais. Allez-y sous d'autres cieux. Dès que vous arrivez, c'est la même carte, donc on vous oblige automatiquement d'avoir une autre carte SIM. Donc dès que vous voulez acheter une autre carte SIM, on doit vous identifier. Pourquoi? C'est toute une adresse. Mais de ce côté-là, je ne l'ai pas vu durant tous ces mandats. Il n'a pas presque fait 5 ans. 5 ans. Ok. Et voilà. Maître mon fils, je crois que il y a le dernier ministre, Yaya Sambo. Irène Essambo, là c'est les personnes vivant avec handicap. Est-ce qu'elle a-t-elle mérité d'être reconduite à ce même poste, Mireille Essambo? Nous savons bien que ce ministère a été conçu pour nos frères et nos sœurs qui vivent avec handicap, mais j'ai quand même appris que durant tous ces temps, il y a eu des crognes entre eux-mêmes dans leurs associations, qu'eux-mêmes décriaient que la dame ministre n'avait pas vraiment fait grand-chose pour eux. Donc je crois que de ces points-là, là j'appelle aussi les députés à pouvoir regardant et écouter ce que disent la base, puisque ce ministère, ce ne sont pas tous les Congolais qui ont le regard sur ce ministère. C'était les Congolais vivant avec handicap. Dès lors que ces associations ont décrié sur cette dame, je ne comprends pas pourquoi elle peut encore revenir alors qu'il y a beaucoup de personnes vivant avec handicap qui pouvaient quand même le remplacer pour qu'ils puissent aussi voir clair sur ce point-là. Voilà. Maintenant, parlons de nouveaux ministres qui ont fait leur premier pas dans l'équipe gouvernementale. Commençons avec... là, je vais inverser. Acceptez, mettre mon fils. Parlons d'abord le plan. Le vice-premier ministre, ministre de plan. Le plan, oui. Et coordination de l'aide au développement. Guilain Nyembo. L'ancien, désormais ancien directeur de cabinet du chef de l'État. La figure Guilain Nyembo au plan SNATO. Alors que c'est un grand ministère, le plan. C'est un grand ministère. Je connais bien le monsieur. Je l'ai même côtoyé plus d'une ou deux fois. Je connais que c'est un monsieur qui prône la bonne gouvernance. Je crois qu'il va faire mieux, puisque vous vous en souvenez, il était directeur de cabinet chef de l'État, mais un directeur taiseux, qui non apparent, qui n'apparaissait nulle part, mais qui vous travaillait durement. Donc je crois que même cette fois-ci, alors qu'il est confié ce grand ministère, il va beaucoup travailler pour nous donner de quoi il est capable. De ce côté-là, je le connais comme un bosseur, il va bien travailler. Alors il y a plusieurs défis dans ce ministère. La planification, il y a plusieurs défis.
Il y a plusieurs défis, mais n'oubliez pas que l'ancien ministre qui a démissionné sur ce ministère avait déjà décrié d'emblée qu'il y a tout ce qui a été conçu sur ce ministère a été bloqué au niveau de finances. Mais aujourd'hui que nous avons un nouveau ministre des Finances avec un Guilain qui vient de la présidence, je crois que donc de meilleurs plans qui sont conçus pour la République en termes d'infrastructures, des nouvelles routes qui seront construites, des logements, cette fois-ci, ça sera bien exécuté à temps et au moment réel. Voilà, revenons à l'intérieur. Oui. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est nouveau. D'ailleurs, c'est un ministère que je rappelle, qu'un ministère qui a toujours été chapeauté depuis l'avènement de Félix par le fils de l'UDPS. En commençant par Gilbert Kankondé, passant par Acelo, Peter Kazadi, il y a toujours un échec. L'insécurité est presque grandissante. Et aujourd'hui, on confie ce même ministère à un autre fils de l'UDPS. Là, nous parlons de Jacquemaine Chabani. Croyez-vous réellement à Jacquemaine Chabani? Vous, en tant qu'analyste politique, acteur en même temps politique et chercheur de l'université de Lubumbashi. Oui, monsieur Jacquemaine Chabani, je crois quand même à lui, puisque je sais qu'il a été secrétaire général du parti l'UDPS à l'époque du docteur Etienne Tshisekedi. Et étant jeune en ce moment, je sais comment il a dirigé ce grand parti, malgré les défis qu'il y avait à l'époque. Et moi, j'ai dit qu'il va profiter de cet atout pour essayer maintenant de diriger ce grand ministère de l'Intérieur et de sécurité, ou alors que bon nombre de Congolais lui entendent vraiment sur ce chapitre ici. Et aussi, je sais qu'il a tourné avec le chef de l'État comme directeur de son campagne pendant tous ces temps. Il a presque sillonné tous les 26 provinces, puisque souvenez-vous de tous ces ministres qui sont ses prédécesseurs, il y en a d'autres qui n'ont même pas eu la chance de pouvoir sillonner les 26 provinces de la République. Ce n'est pas qu'il y en a, c'est presque tous les ministres. Oui, or ça, c'est aussi un problème et un enjeu aussi, ce ministre. Ils n'ont pas eu le temps de circuler. Un ministre de l'Intérieur, il dirige les gouverneurs des provinces. Ce sont ses premiers d'abord collaborateurs. Dès lors que vous avez un ministre de l'Intérieur qui n'a jamais visité tous les 26 provinces, vous voyez que ça pose un problème. Mais le Jacquemain dont vous venez de parler, qui est le nouveau entrant, il a eu cette chance de visiter tous les 26 provinces, même aussi plusieurs villes au moment de la campagne du chef de l'État. Moi, j'aimerais que, comme il a eu cet atout, donc, il va profiter de cet atout pour travailler durement afin qu'il puisse donner aux Congolais ce qu'ils attendent sur ce domaine de la sécurité. Ça ne lui prendra pas d'abord le temps. On dirait, il y a ceux qui pensent qu'il aura le temps d'abord de faire le stage pour comprendre le ministère et puis se lancer, ça sera un retard. Alors que la RDC fait face aux nombreux défis. Non, stage non. Laissez-moi vous dire que la fois passée, je vous ai dit qu'il n'y a aucune université dans le monde qui apprenne aux gens comment être ministre, comment être chef de l'État, ni comment être gouverneur. Moins encore député ou sénateur. Moins encore député ou sénateur. Ça, ce sont des détracteurs qui utilisent ces termes-là pour dire aussitôt qu'il y a un nouveau venu qui entre dans le ministère, qu'il vient venir pour faire le stage. Or, il n'y a aucune université dans le monde qui apprend les gens à être ministre. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est quoi? Monsieur Jacquemain Chabani, comme il a été secrétaire général d'un grand parti politique comme l'UDPS, et qui a des assises partout dans le territoire du Congo, qu'il profite de cet atout-là pour donner aux Congolais ce qu'ils veulent de lui. Et pourquoi pas installer aussi même des caméras de surveillance dans des grandes altères, dans des grandes villes, comme nous le voyons aussi, dans des grandes villes comme les États-Unis, l'Afrique du Sud, partout. Il y a quand même des caméras de surveillance qui aident aussi la police à pouvoir recourir aux enquêtes quand ils en ont besoin. Mais aujourd'hui, nous avons un État où si vous visitez même le palais de la justice, vous ne trouverez pas de caméras de surveillance. On ne sait pas retrouver des données. On ne sait même pas trouver des indices. Pas des chiffres. Quand il y a quand même de quoi, on veut faire quand même des enquêtes. Donc, les enquêteurs ne s'avouent qu'à eux-mêmes. C'est pratiquement impossible dans ce 21e siècle. C'est que moi, je vais lui demander, s'il a la chance de m'écouter, il peut aussi créer une innovation dans ce sens-là. Vous voyez? Donc, regardez des endroits qui sont un peu sensibles, stratégiques, comme les palais de justice, les altères qui mènent vers le gouvernorat, les altères qui mènent vers l'aéroport, les palais de la justice, dans deux marchés, installer des caméras de surveillance qui peuvent quand même aider nos services de sécurité pour pouvoir quand même
enquêter au moment où ils en ont besoin des enquêtes sérieuses. Parlons à la défense. Oui. Jean-Pierre Bemba, qui avait jeté de jalons, voilà qu'il se voit être permuté. Et l'on nous amène Guy Kabongo, moi j'invite. Oui. Un nouveau également qui arrive à ce ministère aussi stratégique pendant cette période où la RDC fait face à l'agression rwandaise. C'est pas un retard. Bon, moi je ne pense pas que c'est un retard. Pourquoi? J'ai essayé un peu de faire mes petites recherches sur le nom là. Oui, j'ai compris que le nom moi j'invite signifie un guerrier. Ouais. Donc si de la part du nom même moi j'invite signifie un guerrier, donc je crois que le monsieur va normalement nous donner cette guerre dont le Congolais a besoin. Les Congolais aujourd'hui ils ont besoin de la guerre contre le Rwanda. C'est ça ce que tous les Congolais veulent. S'il est un vrai Mwadjamvita, il n'a qu'à produire cela. Et je crois que c'est ça dont les Congolais ont besoin. N'oubliez pas que moi j'ai toujours aimé quand le président français était de passage ici en RDC, j'ai aimé une partie de son discours. Il disait quoi? Les Congolais jusque-là ne sont pas parvenus au moment où ils peuvent être acceptés d'être traités intraitables au moment où il y a une portion de leur territoire qui est occupée. Ça c'est très important. Or quand on vous dit que vous pouvez être traité comme un intraitable, c'est-à-dire même s'il faut aller agir de n'importe quelle manière, vous agissez. C'est ça ce que les Congolais ont besoin. Je veux que moi, Janvita puisse être un Congolais du genre là. Voilà. À l'économie, il y a Daniel Mukoko Samba, un ministère aussi compliqué, où nous avons vu l'actuel président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, nous promettre de lait et du miel. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Avec Daniel Mukoko Samba, un fils de l'UDPS, croyez-vous qu'il peut nous amener quelque chose de bon, alors que l'économie congolaise est ballottante, flottante, avec la dépréciation de la monnaie, chaque jour, on nous amène Daniel Mukoko Samba. Est-ce pour uniquement combler le portefeuille ou il y aura un apport? Bon, l'apport que M. Mukoko peut vraiment s'atteler, moi je l'ai toujours dit, je l'ai toujours répété. Vous savez bien que vous avez parlé de M. Kamerhe, c'est un économiste chevronné, mais aussitôt, docteur de surcroît. Aussitôt qu'il est venu dans ce ministère, il n'a pas voulu afficher sa casquette de technicien. Il a voulu afficher plus sa casquette politique. Mais n'oubliez pas, au moment où il était ministre, il avait quand même émis le vœu de faire des réformes courageuses. Là, je répète, puisqu'il a même lui-même dit qu'il nous faut faire des réformes courageuses. Et cette réforme courageuse-là, en décortiquant, c'est ce dont j'ai toujours parlé, qu'il faut démonétiser la monnaie. Puisqu'il a parlé ça d'emblée d'une réforme courageuse, alors que les communs des mortels ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Donc il faut réformer la monnaie. Il faut réformer la monnaie, puisqu'aujourd'hui nous sommes dans un moment où les opérateurs économiques, qui sont les consommateurs même de notre monnaie, ne font pas confiance en cette monnaie. Or la monnaie, c'est une monnaie fiduciaire. Quand on dit la monnaie fiduciaire, c'est une monnaie qui est basée sur base de la confiance. Dès lors que la monnaie n'inspire pas confiance aux consommateurs, c'est que le producteur de la monnaie ne peut que faire, c'est de produire une autre monnaie à ces gens-là, afin qu'ils puissent faire confiance. Donc, pensez-vous que aussitôt que nous aurons une autre monnaie, une monnaie réformée, la solution sera trouvée face à cette dépréciation? Oui, une solution pourrait être apportée. Pourquoi? Puisque de la part du principe, tout économiste vous dira qu'une monnaie est forte quand il y a une forte production. Mais cet aspect aussi de la confiance pose beaucoup de problèmes. Je vous parlerai quand même sur l'histoire de notre pays à l'époque d'Isaïe. Oui, il y a eu un moment, réformes. Oui, il y a eu beaucoup de réformes, mais il y a eu un moment où nous avons eu un nouveau Zaïre qui a été consommé par une partie de la République et les anciens Zaïre qui a été consommé par une partie de la République. Qu'est-ce qui a fait que ces anciens Zaïre qui a été consommés juste dans le Kassai pouvaient avoir une stabilité alors que le nouveau Zaïre qui était consommé dans d'autres provinces avait l'instabilité. C'est-à-dire, de l'autre côté, il y avait un problème de la confiance qui était vraiment un point capital, qui faisait que les anciens Zaïre qui étaient dans l'espace kassaïen avaient connu une stabilité, alors que de l'autre côté, il y avait de l'instabilité. Donc,
n'oubliez pas que la confiance dans la monnaie joue un rôle très important. C'est ce que moi je peux demander à Daniel Mukoko, qu'il puisse vraiment penser à prendre ce courage, comme le disait Kamere. Donc ça doit être parmi aussi ces mesures prioritaires à proposer au sein du gouvernement, au Conseil des ministres, la réforme monétaire, afin qu'on puisse déclencher ce processus. Nous avons, il y a Daniel Mukoko, parlons maintenant de l'agriculture. On vient de confier, c'est un ministère qui semble être ignoré, alors que le chef de l'État lui-même a toujours dit qu'il faut procéder par la revanche du sol sur le sous-sol. Mais un ministère aussi abandonné, chaque fois administré, où il n'y a pas de sens, de projets fantaisistes lancés, mais qui n'aboutissent presque à rien. Ça a été confié à un nouveau entrant, il s'agit de Grégoire Muchaila. Oui. Trouvez-vous en cet homme des capacités, malgré que c'est une nouvelle figure qui entre au sein du gouvernement, les capacités de booster l'agriculture? Bon, Grégoire Muchaila, il est un nouveau. Des figures, je ne le connais pas nécessairement, mais sinon, c'est que nous avons toujours décrié de tous ces temps et que ce ministère a toujours été un ministère clé dans tous les pays du monde qui veut être développé, qui veut un pays qui veut avoir de l'autonomie. De l'autonomie, oui. Il se base sur ce grand ministère. Aussi longtemps que ce ministère a été confié à Grégoire Muchaila, il doit comprendre qu'il a beaucoup à faire pour cette République, surtout que le président de la République a promis la diversification de l'économie. Ouais. Cette diversification passe par l'agriculture automatiquement. Donc je comprends que il y a aujourd'hui deux ministères dans ce nouveau gouvernement qui demandent beaucoup du regard de nos députés. Sinon pas, ils ne seront que les députés qui soient là pour applaudir. Moi, sur ce point ici, j'interpelle les députés. Vous insistez plus sur les députés. Oui. Est-ce que les députés ont un rôle majeur pour booster le ministre à travailler? Oui, ils ont un rôle très important. N'oubliez pas que ce sont eux maintenant qui vont investir ce gouvernement. Là, nous n'avons qu'une liste. Ouais. Là, nous n'avons qu'une liste de membres du gouvernement. Ouais. Et c'est l'Assemblée nationale qui va investir ce gouvernement ici. Et le gouvernement répond directement devant l'Assemblée nationale. Si nos députés peuvent quand même avoir l'œil regardant sur chaque ministère pour voir que telle ou telle personne n'a pas bien travaillé, il faut l'interpeller au niveau du gouvernement. Je crois que tous ces membres du gouvernement, ils auront beaucoup plus peur et ils auront vraiment le temps de pouvoir travailler. Ça va aller. Ça va aller de la justice. Oui. Une innovation, un jeune, d'ailleurs issu de l'opposition, alors que le gouvernement doit être issu de la majorité parlementaire. Oui. Constant Moutamba, candidat président de la République, et en même temps candidat député national. Oui. De l'opposition républicaine, Constant Moutamba nommé ministre de la Justice. Vous êtes parmi ceux qui ont toujours plaidé pour des réformes courageuses dans ce ministère et aussi la considération envers des personnels de ce grand ministère. Pensez-vous que Constant Moutamba est l'homme de la situation? Je le pense. Pourquoi je le pense? Puisque c'est la première fois que le ministère de la Justice soit confié à un opposant. Depuis que le Congo est le Congo. À moins que vous me disiez le contraire. Dès lors que ce ministère est confié à un opposant, dans cette casquette de l'opposition, il va normalement châtier qui on doit châtier. Il doit réprimander qui il faut réprimander sans pitié. Parce qu'il est opposant. Puisqu'il est opposant. Il n'est pas membre du gouvernement. Il n'est pas membre de la majorité. Et il n'est pas membre de la majorité, c'est ce que je voulais dire. Mais tout en étant opposant. Tout en étant opposant. Moutamba, parmi ses premières ambitions, attend traquer les détourneurs tout en créant un tribunal pénal spécial pour les détourneurs de fonds et la construction d'une nouvelle prison pour les détourneurs de deniers publics. Croyez-vous, c'est pas juste une ambition? Bon, où va-t-il on ne peut pas dire que c'est seulement une ambition, mais n'oubliez pas que tout ce que l'homme veut réaliser, ça commence d'abord dans la tête et il l'exprime. S'il a exprimé, donc il a ça dans sa tête, attendons-nous maintenant à la réalité. Ce que j'apprécie, c'est quoi? Pourquoi il parle du tribunal pénal spécial pour la corruption? Puisqu'il est juriste. Il connaît dans ce domaine-là, il y a beaucoup de contours juridiques.
Vous vous en souvenez que la plupart des gens qui ont toujours traqué devant les instances pour corruption, ça cale au niveau de preuves. Or, de ce côté-là, le corrupteur ou bien celui qui corrompt, il a toujours essayé de se construire un toile d'araignée, ce qu'on appelle un toile d'araignée. Difficile de détecter. Ouais. C'est pourquoi le monsieur en tant que juriste, il vous dit qu'il va concevoir ce tribunal spécial qui va maintenant statuer sur tous ses contours afin de pouvoir traquer les corrupteurs ou les corrompus dans le sac. Constant Moutamba, un opposant à qui il confie un ministère aussi clé, est-ce qu'une façon de faire taire l'opposition en RDC? Je ne pense pas, puisque lui-même d'emblée, il vous dit qu'il va faire ce tribunal spécial pour les détourneurs. Est-ce que les détourneurs sont les opposants qui sont en dehors des institutions? Non. Les détourneurs sont les membres du gouvernement, les membres de la coalition qui sont au sein des institutions. Donc vous comprenez que son cheval de bataille, d'abord il se pointe aux membres qui sont dans des institutions et non pas auprès des opposants. Là aussi, n'oubliez pas que Constant Moutamba, c'est un juriste congolais qui a quand même le courage de pouvoir dresser une plainte contre M. Kagame. Vous voyez qu'il attendait déposer à la CPI. Aujourd'hui, qu'on lui donne maintenant cette opportunité d'être ministre de la Justice, je pense qu'il ira au bout avec cette logique pour porter plainte contre M. Kagame afin qu'il soit un jour jugé, comme le monsieur du Libéria qui a été aussi jugé. Voilà. Vous voyez Maître Monfils, nous tendons vers la fin de notre émission de ce jour. Si aujourd'hui, Judith Soumino Toluka vous consultez, quels seront vos premiers conseils? Le premier conseil que je lui donnerai est qu'elle ne puisse pas être complaisante vis-à-vis de ses coéquipiers. Elle doit vraiment être une femme rigide qui, s'il faut sanctionner, qu'il le sanctionne quand il faut, à n'importe qui que ce soit. C'est ça ma conseil que je peux lui donner. Voilà, Maître Monfils, nous sommes presque à la fin. Avez-vous un mot par rapport à ce gouvernement? Oui, j'ai un mot. Le mot est que moi, personnellement, comme d'entrée de jeu, je vous ai dit, je suis quand même mécontent puisque je n'ai pas vu ce ministère dont j'ai toujours pensé des affaires religieuses. Et aussi, la taille du gouvernement vis-à-vis de l'esprit et la lettre de l'article 14 vis-à-vis de la femme congolaise n'a pas respecté. Alors que Madame Judith, elle pouvait profiter de ce temps ici pour marquer encore l'histoire. Elle ne pouvait qu'avoir 27 ministres femmes. Mais déjà 19. Effectivement, 19, c'est une avancée, mais comme c'est la première fois qu'on a une femme première ministre, elle devait aussitôt profiter pour avoir l'égalité au sein du gouvernement. Ça, c'est ce que moi, je suis un peu surpris. Je la voyais être une femme courageuse qui devait faire appliquer l'esprit et la lettre de l'article 14 de la Constitution. Mais elle a peut-être transigé vis-à-vis des hommes qui lui entourent. Et surtout que les hommes, ce sont eux nombreux sont les chefs de regroupement. Oui, ils sont des regroupements, mais n'oubliez pas qu'au sein de leur parti politique, il y a des femmes capables de pouvoir gérer aussi les institutions. L'essentiel est que la plupart des leaders politiques, ils mettent les femmes de leur parti politique à l'écart. Ils sont chargés des protocoles. Les protocoles, ils les mettent à l'écart, alors qu'elles sont là et elles méritent aussi pour travailler. Maître Monfils, nous vous disons merci. Il ne reste qu'à vous dire merci. Merci aussi, je vous remercie également, M. Arnold. Merci beaucoup. Et là, je dis également merci à tous les internautes de partout où vous nous suivez, que vous soyez en Grande-Bretagne, que vous soyez au Canada, nous vous disons merci. Que vous soyez en France, nous vous disons merci. Abonnez-vous sur notre chaîne pour ne rien rater dans nos informations et vidéos. Je dis merci à toute l'équipe technique composée de John Gandou ainsi que tout le héros dans l'ombre. Je vous dis merci. Moi, je vous retrouve dans le prochain décryptage sur la question gouvernementale en attendant la sortie des gouvernements provinciaux, parce que là, nous sommes dans l'attente de l'ordonnance du chef de l'État pourtant investiture des différents gouverneurs de province. En attendant la sortie des gouvernements provinciaux, je crois que nous revenons sur d'autres questions d'actualité. Alors, merci. Restez branchés sur notre chaîne. Merci.